Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. En 2020, il y a un hashtag qui s'est répandu sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, dont le nom était Balance ton youtubeur. Et à partir de là, vous avez toute une série de personnes, de plaignants et de plaignantes, qui ont expliqué qu'un grand nombre de vidéastes qui œuvraient et qui œuvrent d'ailleurs toujours pour la grande majorité d'entre eux sur YouTube avaient des comportements extrêmement problématiques, qui pouvaient aller de l'agression sexuelle en passant par le viol, l'échange de nudes, des menaces une fois que les nudes étaient envoyés de revenge porn, etc. Et donc ça a mis un petit peu tout le monde en émoi parce que beaucoup de vidéastes ont été accusés. Il y en a un en particulier qui s'appelle Ink the Panda qui a été dénoncé par plusieurs femmes. Ink the Panda, c'est un vidéaste qui parle de cinéma qui a quand même 300 000 abonnés sur YouTube, donc c'est absolument énorme. Et donc Numérama avait fini par sortir un article pour relayer un certain nombre de témoignages contre lui, de témoignages assez inquiétants. On va en lire quelques extraits. Voilà ici. Suffisamment gros pour que vous puissiez lire également. Numérama 10 s'est entretenu avec une vingtaine de personnes. Il a été accusé par des victimes présumées d'agression sexuelle, de corruption de mineurs, de viol, donc des choses quand même extrêmement graves. L'enquête montre que pendant des années, le vidéaste aurait utilisé sa notoriété pour obtenir de ses fans mineurs des photos dénudées et en aurait envoyé en retour. Donc ça, c'est complètement illégal, hein. C'est parfaitement illégal, c'est dans la loi, hein. Donc je sais qu'en ce moment, les gens ne cessent de me rétorquer, en particulier sur Twitter, oui, mais vous voudriez une société policée où on pourrait même plus draguer lourdement. Non, 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 il y a des choses qui sont illégales, l'agression sexuelle, c'est illégal, le harcèlement sexuel également est illégal. Et donc là, on est vraiment dans notre droit de dénoncer ça et d'être indigné. Typiquement, Iris, un prénom modifié, lui a dit, je lui ai dit plein de fois non, mais il a continué à m'embrasser. Là, ce serait une jeune femme qu'il aurait rencontrée en convention, qu'il aurait raccompagnée à son hôtel à 3h du matin, il lui aurait fait croire qu'il aurait perdu sa carte pour la chambre d'hôtel, il serait rentré et puis il aurait insisté pour avoir des rapports sexuels avec elle, elle aurait réussi à lui faire dire non, à le mettre à la porte, il aurait frappé plusieurs fois dans la nuit pour essayer de rentrer, mais c'est pas tout, il y a d'autres choses qu'on nous raconte, il faisait des lives. Pendant les lives, c'était une sorte de radio libre. Après minuit, il recevait une partie de son public. Une partie de ce public-là était mineur. Il y aurait eu beaucoup d'échanges de nudes. Vous allez voir, il y a énormément de témoignages là à l'intérieur. Beaucoup, beaucoup d'échanges de nudes. Je ne peux absolument pas croire qu'ils ne savaient pas que ces personnes-là étaient mineures. Moi, j'enseigne à des jeunes adultes qui ont entre 19 et 24 ans, et même à mes yeux, celles qui ont 20-21 ans n'ont toujours pas un corps d'adulte. Enfin, je veux dire, on peut quand même pas croire qu'une fille de 13 ans qui enverrait un nude, il s'apercevrait pas qu'elle est mineure. Et si un truc pareil arrive à n'importe lequel d'entre vous, il faut tout de suite que vous expliquiez que la mineure qui a fait ça, qui vous a envoyé un nude, elle se met en danger, que c'est dangereux pour elle, que vous allez supprimer la photo, qu'il faut qu'elle supprime également, et qu'elle se fasse éduquer, qu'elle soit éduquée à la dangerosité des réseaux sociaux et de ce genre de choses. On n'accueille pas juste un nude en renvoyant un en retour. C'est évident. Un truc pareil. Une mineure vous envoie un nude, c'est évident que c'est comme ça que vous réagissez, que vous lui expliquez que ça peut être dangereux, il faut pas qu'elle fasse ça. Et évidemment, vous effacez et vous lui recommandez d'effacer. Après, si vous connaissez la personne, mettez-vous en contact avec les parents pour leur expliquer, pour leur dire. Là, je pense qu'il faut le dire aux parents le plus vite possible en disant attention, elle a des comportements à risque. C'est des comportements à risque, hein. La pédocriminalité en France, c'est un fait, hein. Et ces gens-là, ils offrent sur Internet. Donc, faut les protéger, les mineurs. On renvoie pas un nude, on n'accepte pas le nude comme ça, une de panda, enfin. Donc bref, il y a plein de choses. Plein de choses ici dans cet article que je vous mettrai bien sûr dans la description et vous verrez, ils ont quand même beaucoup de témoins. Là, vous avez Simon Rivaud qui est un critique de cinéma qui est sur Écran Large, entre autres, qui expliquait qu'ils l'ont mis dehors à partir du moment où il y a eu toute une série de rumeurs parce qu'ils voulaient plus collaborer avec lui, parce qu'ils travaillaient ensemble. Je vous laisserai lire ça. La raison pour laquelle je vous parle de tout ça, parce que là, ça devient malheureusement tristement banal. On a ces histoires-là toutes les semaines, et c'est terrible. Il faut pas qu'on voit ça comme des banalités, quoi. C'est des faits sociaux. Il faut qu'on reste là-dessus. C'est des faits sociaux, et tant que ces trucs-là sortent, il faut qu'on continue à militer, nous les hommes. Ok ? C'est important. Hein, il faut pas qu'on voit ça comme un éternel fait divers. Non, c'est un fait social. Si ça continue à sortir, si on est encore abreuvé par ces choses-là, c'est parce que c'est la culture du viol qui est caractéristique là actuellement en France, avec un regain des discours masculinistes. Donc nous, on est là. On les dénonce et on fait bien attention. Mais en fait, il a pris la parole. Il a pris la parole dans une vidéo qui s'appelle Après réflexion. Et encore une fois, il n'est pas question pour moi, il a pris la parole donc le 22 avril, là aujourd'hui on est le 23. J'ai pas pu tourner la vidéo hier, j'avais besoin de me reposer hier. Et encore une fois, moi, mon but ça va pas être de dire il est coupable, il est pas coupable. Il va y avoir probablement... alors si des plaintes sont posées, pour l'instant il n'y a pas de plainte je crois, voilà, un tribunal qui va gérer ça. Non, moi je vais simplement me concentrer sur
ce qu'il a à nous dire en fait. Et vous allez voir qu'on retrouve exactement les mêmes problèmes que dans la réponse de MJ, que dans la réponse de Léo Grasset, à savoir un storytelling qu'il fait passer pour une victime. C'est vers lui qu'il faudrait avoir de l'empathie avant d'avoir de l'empathie pour les victimes présumées. Et puis vous allez voir que la vidéo n'est pas honnête. Et on écoute ça ensemble et on commente ça ensemble. Bonjour à tous et toutes. Cela fait presque 6 mois que je n'ai pas pris la parole publiquement. Cette période était nécessaire pour prendre du recul sur des événements qui ont conduit à de graves accusations à mon encontre fin décembre dernier, ainsi qu'à la... Graves accusations, effectivement les accusations sont graves parce que les gestes, les tenues ont peut-être été graves. En fait, Indépendant, tu n'es pas victime de graves accusations, hein, c'est pas comme ça qu'on dit, tu peux dire je réponds aux accusations qui pèsent sur moi, mais les accusations sont graves parce que les faits dénoncés sont graves. La fin du podcast Pardon le cinéma. Pendant ces 6 mois, j'ai pu réfléchir à mes situations professionnelles et personnelles. J'ai pu me recentrer sur ma famille, ma compagne. J'ai fait une pause, chose... Storytelling, on cherche à créer de l'empathie avec lui, je me suis recentré sur ma famille, ma femme, etc. Voilà, il faut qu'on ait de l'empathie pour lui. Permettez-nous, in the Panda, d'avoir d'abord de l'empathie pour les victimes présumées, avant d'avoir de l'empathie pour vous, parce que là, c'est vous qui êtes coupable présumément. Enfin, vous êtes pour l'instant présumé innocent, bien sûr, mais c'est vous qui êtes accusé d'avoir eu des comportements problématiques. Donc, permettez-nous, rappelez-vous de cette phrase d'Édouard Durand, qui est-ce que nous voulons protéger? Est-ce qu'on veut protéger des potentielles victimes ou des potentiels agresseurs? Qui voulons-nous protéger? Donc, pour l'instant, mon empathie ne va pas du tout pour Ring de Panda, elle va complètement pour les victimes présumées. Ce que j'avais presque jamais fait en 10 ans. Surtout, j'ai pu tenter de comprendre comment la passion de la création qui m'a fait ouvrir une chaîne YouTube en 2011 à 17 ans a pu en arriver là. Moi j'ai la réponse, ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir créé une chaîne YouTube n'a rien à voir avec des comportements problématiques. Alors si, le potentiel rapport, c'est qu'avec une chaîne YouTube, on peut avoir une forme de notoriété. Hein. Moi, je m'en aperçois, je n'ai que 4500 abonnés, mais malgré tout, j'ai l'impression de devenir un personnage public. Et qu'à partir de là, il faut faire attention. Il faut faire attention à nos prises de parole, aux mots qu'on va choisir, à nos attitudes, parce qu'on a un devoir d'exemplarité, puisqu'on est des personnages publics, on a un vrai devoir d'exemplarité. Si on n'a pas les épaules, eh bien, on se retire de ce monde-là et on cesse d'être une personnalité public, et donc ce qui est tout à fait possible, je fais tomber mes ouvrages, excusez-moi, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'il ait profité de cette notoriété pour ce dont il va parler dans la vidéo. La première fois, je suis retourné dans la vraie vie, celle sans internet. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires. Je les ai posées. J'ai fait le ménage dans ma vie, je continue de travailler sur moi, et surtout, ma passion pour les films reste intacte. Je pense que le moment est donc... Fais le ménage dans ma vie et je continue à me recentrer sur moi. Ah oui, d'accord, bon, mais en fait, on s'en fiche. Là encore, on est dans du storytelling je vais mal, ces accusations m'ont fait du mal, j'ai dû me recentrer sur moi. C'est du storytelling, c'est de l'appel à la pitié, ça marche plus, quoi. Ça marche plus, on connaît ça par cœur. Victor, un peu de sérieux. Donc venu de vous donner mon opinion sur ce qui s'est passé en fin d'année dernière, parce que si cette chaîne existe et que j'ai pu y parler de cinéma pendant 10 ans, c'est grâce à vous. La situation... Storytelling de nouveau, on recrée un lien avec les spectateurs, c'est grâce à vous. Oh, heureusement que vous étiez là pour regarder mes vidéos. Mais ça n'a rien à voir, hein. Pour l'instant, il n'a toujours pas abordé le cœur du sujet, quoi. Bon, après, on a 1 minute, hein, mais bon, voilà. S'il y avait une seule chose à dire, c'est, voilà, vous le savez, il y a des accusations qui pèsent sur moi depuis 6 mois, et j'aimerais y répondre. Point. Il n'y a pas à dire, oh là là, j'ai dû me retrancher du monde, c'est grâce à vous que ma chaîne a pu exister. Ça, c'est du storytelling, c'est de la manipulation. Ne commence pas en 2022, mais en 2012. Depuis cette époque, une personne avec qui j'ai eu une très brève relation avant de commencer ma carrière sur internet, il y a donc plus de 10 ans, revient régulièrement dans ma vie pour m'accuser par message. D'abord de l'avoir mise enceinte, puis en mentant sur le fait de m'avoir transmis une maladie. Alors, si tu l'as mise enceinte, c'est pas une accusation, hein, c'est un fait. Donc, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis, après, s'il y a mensonge, c'est autre chose. Mais là encore, c'est du storytelling, ça ne répond pas à ce qui s'est passé. Là, il est en train de dire, elle m'a contacté en 2012, elle a menti sur ma vie. D'accord, ok. Mais quels sont les faits qui sont reprochés? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les faits qui sont reprochés? Parce que là, si c'est simplement pour faire du storytelling et faire du Darvo et renverser la culpabilité et créer une mauvaise image à l'une des plaignantes, c'est lamentable. Et d'autres choses encore. Elle me réécrivait à intervalles réguliers, soit pour m'accuser, soit me menacer, soit en me demandant de quitter ma compagne pour répondre à ses avances. C'était la première fois que ça m'arrivait, et j'ai pas su réagir. Je l'ai ignoré. Voilà, exactement comment ne pas réagir, c'est un vrai manque d'empathie. Moi, ça m'est arrivé juste une seule fois qu'une femme s'accroche à moi de cette façon-là et réclame exactement la même chose, hein, que ce qui est arrivé de ce que Victor décrit en tout cas, à savoir que je quitte ma compagne de l'époque pour revenir avec elle. Et je l'ai appelée. Et j'en ai parlé et j'ai réexpliqué aussi bien que possible, avec autant d'empathie que possible, pourquoi j'étais parti, pourquoi je n'étais plus heureux, et pourquoi j'avais besoin d'essayer d'être heureux avec quelqu'un d'autre, et pourquoi je pensais que c'était l'occasion pour elle aussi d'être heureux avec une personne qui l'aimerait en retour. Elle m'a plus jamais recontacté.
Voilà. Ça n'a pas été facile pour moi d'appeler, ça n'a pas été facile pour elle d'avoir l'impression que je la quitte une deuxième fois, mais on n'ignore pas les gens quand ils souffrent. Qui plus est, des gens qu'on a pu aimer ou qu'on a côtoyés. Je n'ai pas réagi non plus lorsqu'elle m'a clairement menacé de salir ma réputation ou de mettre fin à ma chaîne YouTube. Je savais que j'avais rien Donc voilà, inversation accusatoire, c'est elle la coupable, là, hein. à me reprocher, et je pensais que ça suffisait. Finalement, en 2016, cette personne a mis ses menaces à exécution en m'accusant publiquement sur Twitter de l'avoir violée. Je me suis retrouvé comme bloqué, sachant pas comment réagir. Comment prouver Comment réagir? Si c'est faux, tu dis simplement que c'est faux. Tu dis que tu ne comprends pas cette accusation, et puis voilà. qu'on n'a pas commis un tel crime? Je considérais que j'étais pas si connu et que personne s'intéresserait à ce que je pourrais dire. J'ai finalement donné ma version dans un post Tumblr que je vous mets en description, puis j'ai continué. Quoi que je dise, j'ai l'impression que mes propos pourraient être retournés contre moi. Nanana. Non. S'il y a une fausse accusation, c'est grave, c'est des choses qui arrivent, mais c'est rarissime. 7% seulement des accusations sont fausses, maximum. Hein. Il y a certaines associations féministes qui disent 2 à 3% maximum. Voilà. Enfin, tu réagis, tu dis que c'est faux, tu portes plainte et tu ressors pas une vidéo en 2023 pour salir une personne en disant elle était attachée à moi, elle a menti en disant qu'elle était enceinte de moi, elle m'a accusé, machin. Ma vie en ignorant ces messages qui étaient désormais publics. De son côté, cette personne qui se fait appeler Sacha dans l'enquête de Numérama a continué ce qui s'apparente à une campagne de harcèlement à mon égard, d'abord seul, puis avec son nouveau compagnon, contre moi et les médias qui m'employaient jusqu'à provoquer mon éviction. À un moment où un média avec qui je travaillais a mis fin à mon contrat. Je sais que c'est dur ça, hein. Mais il y a un moment donné où il faut comprendre les victimes. Il faut comprendre que pour elles, voir que la personne qui les a agressées de façon présumée, là en l'occurrence je parle, c'est insupportable. Aller demander aux 13 victimes de Gérard Depardieu et Charlotte Arnoux si c'est pas insupportable pour elles de les voir encore à l'écran. Donc oui, c'est pas facile d'avoir des personnes qui disent il s'est comporté comme ça, toi tu ne reconnais pas les faits, la personne du coup demande à ce que tu sois évincé. Oui, mais bon, comprenons quand même les victimes, Victor. Suite aux différents tweets dont je vous parlais à l'instant, j'ai décidé de porter plainte. J'ai réalisé en discutant avec des proches que la seule voie pour... Alors, 2 possibilités. Soit les accusations sont fausses, et dans ce cas-là, il a raison de porter plainte, soit il fait ce que tous les agresseurs présumés font, à savoir du Darvaux, ils portent plainte pour diffamation, et ils font absolument tout ça. Pour mettre en avant mes preuves, faire entendre ma version et éventuellement être réhabilité, c'était celle de la justice. J'ai réalisé que j'aurais dû le faire dès 2016 pour éviter que la situation n'en arrive à ce point. J'ai donc porté plainte il y a 1 an, et il est étonnant que l'enquête de Numérama ne mentionne pas ce point. Il est aussi surprenant qu'ils aient pensé... L'enquête de Numérama, elle parle de très nombreuses victimes, elle parle de plus de 20 témoins de différents faits d'agression présumés. L'enquête de Numérama a proposé à Victor de répondre, Victor a refusé de répondre, donc il aurait pu répondre à ce moment-là. L'enquête de Numérama s'est concentrée sur les faits. Voilà. Le fait que tu aies porté plainte 1 an auparavant, déjà, ils n'avaient peut-être pas accès à ce truc-là, puisque tu ne leur as pas parlé, Victor, donc n'inversons pas une fois de plus l'accusation. Et puis voilà, tu peux leur écrire dès aujourd'hui pour leur dire que tu as porté plainte, et peut-être que l'article changera, ils peuvent tout à fait l'éditer. C'est qu'une personne avec qui je suis en contentieux judiciaire, surtout pour diffamation, puisse témoigner sans aucune forme de réserve. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de... Non, en fait, les victimes présumées ne témoignent pas sans aucune forme de réserve, elles témoignent avec toutes les réserves de l'univers au contraire, les réserves vis-à-vis du fait de ne pas être crues, des difficultés de porter plainte, de ce que ça pourrait porter comme atteinte à leur image si ce sont des personnes publiques. Non, les femmes, en fait, elles ont tout le temps énormément de réserves à porter plainte. De ne pas répondre à la journaliste. Les questions montraient que le papier avait un parti pris sur lequel elle ne reviendrait pas. Une fois que... L'article en question n'a pas de parti pris, l'article présente des témoignages. Et toi, tu refuses de leur répondre de ton propre aveu comme tu viens de le dire. Eh bien, ne t'étonne pas du coup que ton point de vue n'apparaisse pas dans l'article. Enfin, je veux dire, c'est quand même normal, non ? Cela est dit, de quoi m'accuse-t-on encore? D'avoir embrassé de force une jeune femme en septembre 2022 qui témoigne sous le pseudonyme d'Iris. Pour être clair, je dément formellement toutes les allégations qu'Iris a fait à mon encontre. Cette histoire a été montée en épingle par un ancien membre de Pardon le Cinéma, avec qui j'ai eu des contentieux professionnels et avec qui elle est amante. J'en profite... Donc là, il y a un storytelling qui est dangereux à faire, Victor, attention. Attention, parce que si c'est une fausse accusation, tu dis c'est une fausse accusation, tu n'as pas du tout à dire elle a fomenté ça avec quelqu'un qui est son compagnon actuel. Parce que en fait, ça ne nous renseigne absolument pas. Toi, tu dis que ça ne s'est pas produit, elle dit que ça s'est produit sur ce qui s'est réellement produit. En fait, c'est encore une fois du storytelling pour décrédibiliser une plaignante. Et donc, tu vas beau avoir, tu auras beau dire dans la suite de la vidéo, moi je ne veux pas que la parole des femmes soit remise en question. Tout ce que tu mets en place dans ta vidéo, c'est justement un discours qui remet en cause les paroles des victimes. Pour dire que ces derniers mois m'ont permis de réfléchir aux rapports malsains qui existent entre les membres de Pardon le Cinéma, qui mélangent relations amicales, amoureuses, intimes, professionnelles... Storytelling, ça ne nous regarde pas, ils sont pas accusés d'agression sexuelle, eux. ...et personnelles. Si les choses avaient été mieux dessinées, nous n'en serions pas là. Et je leur souhaite aussi de réaliser les problèmes de fonctionnement du groupe.
Pour en revenir à Iris, je ne veux pas faire d'interprétation sur la manière dont l'enquête a été menée. Mais je me demande quand même comment il peut être rapporté que nous nous sommes envoyés qu'un message le lendemain de notre embrassade et qu'ensuite nous ne nous sommes plus jamais parlé. C'est faux. Au mieux, on peut penser que la journaliste n'a pas eu accès à notre conversation. La loi m'empêche de dévoiler... Bah oui, et du coup, qu'est-ce que ça change sur le fait que les faits se soient produits ou non? nos échanges privés, mais sachez que j'ai fait constater la totalité des messages par un huissier. Cette fois, j'ai tiré... Oui, mais l'huissier, il aura beau dire, effectivement, je reconnais que Victor de la chaîne In The Panda a envoyé plusieurs messages à cette fille alors qu'elle avait dit qu'il ne s'était pas recontacté après, et après, enfin je veux dire, mais qu'est-ce que ça change à sa version de l'histoire en fait? les leçons de ce qui s'est passé avec Sacha. Je ne laisserai pas une nouvelle fois la situation pourrir. J'ai donc décidé de porter plainte contre plusieurs personnes impliquées dans la propagation de ces rumeurs. Tout est maintenant entre les mains de la justice, et je me défendrai jusqu'au bout face à ce que je considère être une diffamation ignoble. Dans le cas d'Iris comme celui de Sacha... Si c'est de la diffamation, il a raison de faire ça. Si c'est du Darvo, encore une fois, ça me scandalise. J'ai hâte que tout cela puisse se régler devant les tribunaux, afin que je reprenne le cours normal de mon existence. La rumeur anonyme est un poison grave. L'un des problèmes, en fait, avec ça, c'est que la charge de la preuve des victimes de viol est tellement lourde, elle est tellement écrasante, qu'il est, en plus de ça, à distance du viol, dans le temps, quasiment impossible de prouver qu'il y a l'existence d'un viol. Quasiment impossible. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on parle de stratégie de l'agresseur. Porter plainte fait partie de la stratégie de l'agresseur. Il n'est pas question ici d'accuser Victor de quoi que ce soit, moi je ne sais absolument rien, mais d'analyser son discours. Et dans son discours, on retrouve ce truc-là de dire, eh ben moi je vais aller porter plainte. Oui, mais Victor, t'as gagné à l'avance. T'as gagné à l'avance parce que s'il y a eu des faits d'agression sexuelle, ils sont probablement plus probables aujourd'hui. Et donc en fait, c'est pour ça qu'elle nous met mal à l'aise cette vidéo, c'est pour ça que tu as ces retours assez négatifs sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu modères les commentaires de ta chaîne ou si c'est les personnes qui t'apprécient, parce que dans les commentaires tu es plutôt soutenu, mais tu le vois sur les réseaux sociaux qu'on est très prudent à l'encontre de ce témoignage. C'est pas du tout qu'on te croit ou qu'on ne te croit pas, simplement que tu as un discours qui se rapproche énormément de ce qu'on a l'habitude d'entendre justement. Des personnes qui sont au pied du mur comme ça et qui veulent contre-attaquer justement par l'attaque en diffamation. Qui attaque des vies, surtout celles de mes proches, et face à laquelle la réhabilitation... Voilà, ça c'est Léo Grasset, ça a aussi touché mes proches. Encore une fois, c'est du storytelling, Victor, c'est pas de ça dont il est question. Est difficile. Dans ce contexte, seule la justice peut réparer, et encore pas totalement. Venons-en enfin à l'essentiel, le climat problématique qui entoure souvent les personnalités d'Internet. L'article de Numérama évoque des... Non mais souvent les personnalités d'Internet, parlez pour vous, vous êtes actuellement une dizaine à être accusés. Que je sache, il n'y a rien sur Paduring, il n'y a rien sur moi, il n'y a rien sur Kali, il n'y a rien sur un tel, enfin je veux dire, parlez pour vous, le climat de nocivité ou je sais pas quoi sur Internet, peut-être que vous êtes trop jeune, peut-être que vous avez accédé à la notoriété trop jeune autour de 18 ans et que c'est pas facile à gérer, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez des comportements problématiques parce que vous vivez en meute et qu'on sait très bien qu'en meute on est plus stupide parce qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à nos actions, ou alors en tout cas on fait semblant de ne pas pouvoir réfléchir à nos actions, mais parle pour toi Victor. Comportement que j'aurais eu entre 2013 et 2015 à l'occasion de live ou pendant des séances de dédicaces publiques avec des gens de ma communauté internet. Je dois le dire, je ne me reconnais absolument pas dans cette période passée entre mes 19 et 21 ans. Oui, à cette époque, il m'est arrivé de signer une poitrine sur demande dans des conventions aux côtés de... Si on te demande de signer une poitrine sur demande, en fait, Victor, tu dis non. Je veux dire... J'ose espérer que c'est un truc qui ne m'arrivera jamais, que je ne serai jamais dans cet état de gêne d'avoir une femme qui vient me voir en me disant signez ma poitrine, s'il vous plaît, Foualier. Je veux dire, je saurais même pas où mettre, évidemment qu'on ne signe pas une poitrine. Surtout que les personnes qui suivent ta chaîne, Victor, sont très jeunes, donc probablement qu'il y avait des mineurs dans le lot. Donc j'espère que tu comprends aussi pourquoi on est indigné malgré le fait que tu dis je ne me reconnais pas dans cette période-là. D'autres vidéastes qui faisaient exactement la même chose. C'était un acte qui à l'époque... Ouais, mais ça c'est sophisme de la double faute, c'est pas parce que d'autres l'ont fait que ça rend pas les accusations moins graves. Qui était banalisé. Une façon pour les nouvelles... Ça, c'est le fameux discours de oui, mais avant MeToo, on banalisait les agressions sexuelles, on banalisait les viols. Avant MeToo, voilà. Et du coup, moi, j'avais un comportement que j'estimais être banal aussi. Mais non, en fait, l'agression sexuelle, signer les seins d'une femme, ça n'a jamais été banalisé, ça a toujours posé problème. Gloire d'Internet d'interagir avec leur communauté. Pour certains, c'était même une marque, un cri de ralliement, comme en témoigne le nom qu'a cette pratique sur différentes chaînes YouTube. Une simple recherche Google suffit à montrer que le YouTube français, entre 2013 et 2018, a largement fait la promotion de cette pratique. Mais aujourd'hui, d'accord, s'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont signé des poitrines de femmes mineures entre 2013 et 2018, eh bien, qui ne s'étonnent pas, qui ne viennent pas chialer, si un jour il y a des parents qui disent « mais attends, ça s'est produit, on va porter plainte », qui viennent pas pleurer. Puis, à presque 30 ans, avec du recul, je réalise que c'était idiot. J'étais idiot. Et nous étions tous idiots de penser... C'est idiot, et ça peut être considéré comme une forme d'agression sexuelle, d'autant plus si la jeune fille est mineure. Que cela pouvait être marrant ou même normal. Je vaux pas mieux qu'un autre, et j'ai commis la même erreur que d'autres. Certaines personnes ont pu mal le vivre, et elles ont raison. Je n'en tire aucune fierté.
Je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes qui auraient pu être offensées par cela. Pour ce qui est des Et bah ça, c'est pas mal. Voilà, là, il y a une excuse. Alors, il reconnaît pas les anciens faits, ça m'embête. Enfin, si ça s'est pas produit, ça s'est pas produit, mais si ça s'est produit, j'aurais préféré qu'il reconnaisse et qu'il s'excuse. Mais au moins, par rapport à ça, le fait de signer des poitrines de femmes en convention, il s'excuse. Ok, déjà, il y a ça. demandes de nudes pendant des lives ou sur Snapchat, à la même période, entre 2013 et 2015, contrairement à ce qui a été dit, je n'ai jamais échangé les messages indiqués dans l'article de Numérama. Et je n'ai pas envoyé ces nudes. La plupart des images relayées dans l'article D'accord, donc il n'y a pas de négation sur le fait qu'il ait reçu éventuellement des nudes de mineurs, alors on pourrait quand même lui reprocher de ne pas être intervenu pour dire attendez, ça c'est pas normal. Il y a quand même beaucoup de témoins qui disent bah oui, nous on était présents sur ces lives-là et effectivement ils demandaient des échanges de nudes, alors peut-être qu'il n'a pas envoyé en retour, c'est possible Victor. Mais encore une fois, je suis pas là pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas passé. Mais du coup, encore une fois, tu vas esquiver une partie du problème qui est que tu as pu recevoir des nudes pendant des lives et là il faut dire stop. Il faut expliquer en quoi c'est dangereux, d'accord? Parce que on tombe sur une personne qui est mal intentionnée, ça peut donner du revenge porn, et on sait que dans les pires des cas, ça aboutit au suicide de l'ado. Hein. Donc voilà, là aussi est le problème. articles sont des captures de stories publiques, et ne sont donc destinées à personne en particulier. S'il aurait été honnête de le mentionner, ce qui est vrai par contre, c'est que mon langage dans ces stories est problématique, et n'a rien à voir avec les sujets de ma chaîne. Ces stories, comme ces dédicaces, sont la preuve du langage malsain qui était promu sur internet pendant ces années. Alors moi je les ai pas vus, je peux pas me prononcer, on m'avait dit que c'était des trucs effectivement à caractère sexuel très cru, bon je les ai pas vus, je peux pas me prononcer là-dessus. J'avais 19-20 ans, je me suis laissé entraîner par mimétisme et par pure immaturité. Oui, bon c'est un peu facile, c'est un peu facile Victor. Ok. Parce qu'il y a un instant tu t'excuses et là en fait tu dis oui mais je me suis laissé entraîner par mimétisme. En fait soit on s'excuse et on reconnaît nos comportements et on prend notre part de responsabilité, d'accord? Soit on ne s'excuse pas, si c'est pour dire 3 phrases après en fait j'ai été entraîné par, bon, bref. C'était une erreur. Je regrette d'avoir participé, à l'époque où j'avais 2000 abonnés, à la banalisation des nudes reçus. Nous faisions des lives à plusieurs, où nous en recevions, sans trop savoir de qui ils venaient. Nos lives étaient explicitement interdits aux mineurs, se déroulaient après minuit, et nous pensions que cela suffisait à garantir la protection de chacun. Croire que nos mesures suffisaient à leur interdire nos lives était naïf. Là encore, je tiens à vous présenter mes excuses pour avoir instauré ce climat que je pensais... Non mais surtout si tu n'es pas capable de reconnaître sur un nude que tu as reçu un nude de mineur, il y a un problème. Il y a un vrai problème. libre et décontracté, où il était possible de parler de tout sans crainte. Non, justement, c'est pas libre. Justement, c'est pas libre parce que tu es une personnalité publique, quel que soit ton nombre d'abonnés, parce que tu exerces une influence sur les personnes qui te regardent de la même façon que j'exerce une influence sur les personnes qui me regardent. Elle est probablement petite, néanmoins, c'est une influence. Et donc, quand tu vas rentrer dans un rapport comme ça de séduction, entre guillemets, on va t'envoyer des nudes, il faut être extrêmement prudent et bien comprendre ce qui est en train de se passer, hein, ce qui est en jeu à ce moment-là. Est-ce que la personne s'intéresse à toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui a besoin de l'attention d'une personne publique qu'elle admire, etc. Et en fait, elle est là, la problématique principale. Okay, il y a un rapport asymétrie entre nous et les personnes qui nous regardent, parce qu'il pourrait y avoir un rapport d'admiration, parfois. Il faut qu'on soit absolument impeccable dans nos gestes et nos paroles quand on échange en message privé. Et d'ailleurs, je peux regarder la caméra, mais droit dans les yeux, là je suis droit dans mes bottes par rapport à cette question-là. J'ai dû échanger peut-être avec 500 à 1000 femmes par message privé depuis la création du Fou Allié. Il n'y a pas une seule fois où on a dévié sur un truc de séduction ou de sexualité. Pas une fois. Pas une fois, parce que c'est comme ça. On a un devoir d'exemplarité absolu, même quand en face il y a quelqu'un qui semble avoir envie de développer ça. Ça m'est arrivé plus d'une fois, je vais pas vous mentir. En fait, il faut pas rentrer là-dedans. Parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. Surtout quand on ne connaît pas l'âge de la personne. Et donc si quelqu'un nous envoie un nude un jour qu'on n'a pas demandé, il faut expliquer. Il faut expliquer qu'en fait, voilà, on rentrera pas dans ce jeu-là. Parce qu'il y a un rapport d'asymétrie réelle qui fait que comment tu peux prouver que l'envoi il est réellement libre, qu'on t'aurait envoyé ce nude si tu n'étais pas connu sur internet et qu'on l'a pas envoyé spécifiquement pour attirer ton attention. On est dans des rapports de domination, entre guillemets, des rapports de force quasiment avec les gens qui nous regardent. Alors pas des rapports de force au sens qu'on peut l'imaginer, mais dans le sens où on est peut-être mis sur un piédestal. Et nous, on voit les personnes qui nous suivent comme les personnes qui nous suivent. On n'a pas le même rapport d'intimidation potentielle avec ces personnes-là. Et donc non, je suis pas sûr que tu reçoives des nudes de façon totalement libre. Et penser ça, du coup, c'est un réel manque de maturité, un réel manque de recul sur ce que ça signifie qu'être un personnage public. On a un devoir d'exemplarité, un vrai devoir d'exemplarité. Sans réaliser des dérives que cela pouvait produire. Heureusement, 2023 n'est plus 2014, et les parents sont aujourd'hui bien mieux informés pour prévenir des dérives possibles. De même, les influenceurs semblent, pour une partie d'entre eux, avoir réalisé à quel point tout cela est stupide. Les témoignages des victimes... Je pense qu'ils tremblent des genoux, surtout parce qu'ils ont peur que on les call out, et qu'il y ait des trucs qui sortent sur eux prochainement. Je pense que c'est surtout ça. Ils regrettent rien du tout, à mon avis, ils ont juste peur. ...sont importants et primordiaux. Ils se doivent d'être écoutés.
Et je ne souhaite pas que mon cas personnel puisse amener à décrédibiliser la parole de celles et ceux qui méritent d'être entendus. Pour ma part, comme Ah oui, mais tu fais une vidéo de 10 minutes où tu dis tout l'inverse, Victor. tous, je change. Je grandis. La personne que j'étais à 19 ans n'est pas celle que je suis à l'approche de mes 30. Avec les années, j'ai pu Ce qui est reproché n'est pas un manque d'immaturité, ce qui est reproché, Victor, c'est de l'agression sexuelle et du viol. Et là, c'est pas une question de manque de maturité, c'est une question de violence. Il y a rien d'autre à dire. apprendre beaucoup auprès des personnes concernées, et je continue d'apprendre, car ce sont des problématiques bien trop riches pour en faire si rapidement le tour. Mais je peux pas nier que si tout cela me tombe dessus aujourd'hui, c'est parce que plus jeune, j'ai pu me comporter comme un sale con. Ah. Ça arrive à tout le monde, mais c'est encore plus intolérable quand on a une... Non, mais attends, non, ça n'arrive pas à tout le monde de recevoir des nudes de mineurs, Victor. Non, non, non et non, quoi. Un truc qui ne m'est jamais arrivé, hein, typiquement. Alors déjà, des personnes que je connais pas qui m'envoient des nudes, ça a dû m'arriver 2 fois depuis que j'ai créé le Fou Allier, et j'ai expliqué pourquoi c'était très gênant pour moi. Mais alors des mineurs, mais enfin, je veux dire, si un jour ça devait arriver, crois-moi que je réagirais pas de la même façon que toi, quoi. Enfin, je veux dire, un mineur qui envoie un nude à un adulte, mais il faut absolument arriver à contacter ses parents pour qu'ils puissent faire de l'éducation pour la protéger, parce qu'il y a un danger, elle se met en danger. Parce que, bon, voilà, elle tombe sur une personne mal intentionnée, la pédocriminalité, attention, c'est un fléau, quoi. Donc non, en fait, tout le monde ne s'est pas comporté comme un petit con comme ça, quoi. Parole publique comme c'est mon cas. J'espère que ce que je vous dis aujourd'hui permettra de soulager les personnes qui ont été choquées. Que va-t-il se passer désormais ? D'abord, si le jeune homme que j'étais n'a pas été à la hauteur, je vais me battre pour que l'adulte que je suis aujourd'hui le soit. Ensuite, Alors c'est très beau tout ça, mais bon, voilà, du coup la vidéo n'était pas utile. Je laisserai avec la fin de la vidéo, il explique pourquoi il ne voudra plus utiliser le nom de la chaîne In The Panda pour être appelé Victor, il explique qu'il se reconnaît plus dans In The Panda. Mon avis, mon opinion, c'est qu'il n'a pas envie qu'à chaque fois qu'on tape le nom de sa chaîne YouTube sur Google, on se retrouve sur les articles qui parlent des agressions présumées. Et du coup, il veut changer de nom pour ça, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Voilà, voilà pour moi... l'analyse d'un discours qui tient pas, quoi, un discours problématique, un discours qui ne doit pas être tenu, en fait. C'est exactement ce qu'il ne faut pas dire, on est dans la lignée de ce que disait le Bouzeux, dans la lignée de ce que disait MJ, dans la lignée de ce que disait Léo Grasset, pour se défendre, à savoir un storytelling, on va s'apitoyer sur le sort, on va essayer de décrédibiliser les victimes, on répond à une partie des accusations et pas l'autre, on minimise certains faits, enfin je veux dire des photos de mineurs en live, quoi, mince, Victor, des photos de mineurs. Enfin, je veux dire, mais réagis, quoi. Donc voilà, pour moi, ça va pas du tout. Soutien aux victimes présumées, Évidemment, j'espère que tout va bien pour elles, qu'elles pourront se reconstruire tranquillement. Et puis voilà ce que je peux vous proposer comme analyse de ce discours. Je peux pas trop en faire plus, je suis très fatigué. J'ai eu quelques jours où j'ai eu besoin de prendre soin de ma santé. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu, je l'écourte un tout petit peu parce que je suis fatigué, excusez-moi, et je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous dis à très vite. Salut.